Bonjour à tous, vous êtes sur The Leakers, c'est pour cette nouvelle vidéo, je reviens avec un invité incroyable. Si je vous dis Cyprien, de l'autre côté du périph' ou encore Les Naufragés, et attention, aujourd'hui, événement sur Netflix, le nouveau film de JCVD, Le Dernier Mercenaire. Il s'agit bien entendu du réalisateur David Charon, qui m'a fait le plaisir d'être mon invité en exclusivité sur The Leakers. Un entretien passionnant, super cool et en détente avec David, où on revient sur sa carrière, sa vision du cinéma français et des services de streaming, et bien entendu son aventure avec Netflix et Jean-Claude Van Damme. Et vous le savez déjà, mais si vous voulez toujours plus d'exclusivité sur The Leakers, c'est bien, abonnez-vous à la chaîne, soutenez la chaîne, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, mettez-moi un petit pouce bleu, et vous savez déjà que j'aime vous lire et que je réponds à tous vos commentaires. Encore un grand merci à tous, prenez soin de vous et passez de bonnes vacances. Quant à moi, je vous souhaite de passer un excellent moment sur The Leakers. Hey. Salut David. Salut Ali, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois comme il faut? Écoute, je t'entends super bien, est-ce que de ton côté c'est pareil? Ouais, c'est pareil. Bah écoute, ça me fait super plaisir, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir. Merci pour l'invitation. Et du coup, voilà, j'ai créé un peu ce podcast pour échanger avec plein d'artistes que je connais et tout, et du coup je les invite. L'émission a 3 mois. Et tu es le 3e réalisateur français que je reçois et ça me fait vraiment plaisir de te recevoir, surtout en ce moment. Comment tu vas, David? Dis-moi un peu comment tu vas déjà pour commencer. Ah ben moi je vais très bien, tu sais, je suis à une semaine de la sortie du film. Ouais. Donc en règle générale, les réalisateurs à une semaine de la sortie du film sont toujours très tendus. Là, c'est un peu particulier parce que c'est un film Netflix. Ça veut pas dire qu'on n'a aucune pression, parce que justement ce film est très attendu par les fans de Jean-Claude, par Netflix qui ont beaucoup misé sur le film et qui m'ont vraiment supporté et soutenu, on va dire, voilà. Je vais pas faire comme Jean-Claude qui parle en anglais, en français, mais qui m'ont soutenu pour le film. Il y a une très grosse promo qui est en train de démarrer, qui va continuer. Donc voilà, plus tu as de l'attente autour, plus il y a de la pression. Mais je suis très content du film, je suis très content de le partager de cette manière-là, parce que c'est tout nouveau pour moi. Moi, j'ai toujours sorti des films au cinéma, tu vois. Donc oui, justement. Mais c'est ça que je voulais te parler en plus, ouais. Avec la promo du film, tout ça, et puis le fait que ce soit un film Netflix, c'est peut-être un petit peu nouveau pour toi, parce que toi, t'as l'habitude des films un peu de studio plus, on va dire plus traditionnels comme Canal+, par exemple. Et comme ça, par rapport à Netflix, est-ce que y a une différence de travail? Est-ce qu'il y a un savoir-faire peut-être un peu plus américain? Est-ce que c'est différent de travailler avec Netflix? C'est nouveau pour toi? Ouais, je vais être très honnête, c'est très différent si tu veux. La manière de travailler avec Netflix est plus proche de la collaboration que tu peux avoir avec un studio, mais avec la liberté en plus. C'est-à-dire que Netflix te laisse une liberté totale. Mais à côté de ça, du début de la prépa du scénario, parce que c'est un scénario que j'avais écrit en amont, du scénario à la préparation et après au tournage, ils sont très impliqués. Ils regardent les dailies, les rushs le soir, on en discute. Mais à côté de ça, ils te laissent une liberté totale, mais ils sont très impliqués. Et dans tous les choix, d'ailleurs, que tu fais, ça va même jusqu'à des choix, des fois, quand on avait une grosse scène de figuration, j'en parlais avec eux, de mon point de vue. Donc, ils sont très, très impliqués. Et c'est un avantage énorme, moi, je trouve, en tant que réalisateur. C'est que souvent, dans le procédé français, les distributeurs, ceux qui vont montrer le film, le vendre, découvrent le film quand même très tard. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vu les rushs, ils ne savent pas ce qui s'est passé, les problèmes du tournage. Et des fois, le film n'est pas forcément ce qu'ils veulent, ou l'idée qu'ils avaient, si tu veux, du film dans leur tête. Là, quand le film est monté, la première version avec Netflix, ils savent exactement le film que tu as monté parce qu'ils l'ont suivi depuis le début. Et c'est, je trouve, un avantage énorme. Voilà. Bah c'est génial. Ah oui, c'est un avantage énorme. Et en plus, ce sont des gens qui vraiment... quand on a le même film en tête, et c'était le cas, te soutiennent quotidiennement, quoi. Vraiment, ça, je ne dis pas ça pour... Maintenant, le film est fait, hein, pour essayer d'être politiquement correct vis-à-vis de Netflix.
mais je le pense sincèrement. Et il y a un autre élément auquel je voulais parler qui, je trouve, est important, parce qu'il y a beaucoup de critiques sur Netflix, dès qu'il y a un nouveau joueur qui arrive dans le game, on se dit voilà, il va complètement changer la donne, qu'est-ce qui se passe, le cinéma c'est en salle. Je trouve que Netflix, ils ont quand même un avantage gigantesque, c'est qu'ils permettent de faire exister des films qui n'existeraient pas sans eux. Parce que ce film-là, honnêtement, Le Dernier Mercenaire, qui est aujourd'hui vendu un peu comme un blockbuster, faut savoir que personne n'en voulait en France. J'ai fait le tour de tous les studios. Je ne suis pas allé chez Netflix parce que c'était le Covid ou parce qu'il y avait le confinement. La décision s'est faite avant le confinement. C'est simplement, j'ai fait le tour de tous les studios. Personne n'en voulait, pas assez familial, pas machin, Jean-Claude, non. Certains commençaient à se dire pourquoi pas, mais c'était vraiment très tiède. Et alors là, tu rencontres quelqu'un qui a un enthousiasme de dingue et qui dit putain, une comédie d'action avec Van Damme, mais c'est juste fou, on y va. Et ils nous ont donné les moyens de le faire. Donc c'est pour ça que j'ai tendance à le préciser, parce que c'est important. Ce film-là, ça fait 4 ans que j'écris, tu vois. C'est grâce à Netflix que j'ai pu le faire dans la façon dont j'avais rêvé de le faire, quoi, quand même. Non, mais tu sais, c'est marrant que tu parles de ça. J'ai reçu une actrice qui a travaillé sur le dernier Zack Snyder, Army of the Dead. Samantha Weed. Ouais, et c'était génial parce que tous les gens qui travaillent avec Netflix quand même, et tu viens de le dire, c'est pas parce que voilà le film est fait maintenant, mais il y a quand même une liberté. Voilà, c'est vraiment un peu le mot d'ordre qui passe. Netflix laisse une créativité, artistique. Les réals sont assez contents, c'est assez incroyable de l'entendre, et c'est cool en même temps parce que on sait ce que c'est le final cut, tout ça, de l'avoir et tout ça, et d'avoir en plus ce suivi à la production. Comme tu expliquais, parce que ça, on n'est pas toujours au courant, tu vois. C'est vraiment ça, c'est vraiment mortel. Et puis quand tu parlais du fait que t'as tapé un peu à toutes les portes avec Jean-Claude, moi je me souviens quand Jean-Claude a teasé il y a presque 2 ans maintenant cette photo qu'on voit derrière nous là, projet Netflix, moi j'étais comme un dingue. Je me suis dit putain, Jean-Claude sur Netflix, mais qui a eu la bonne idée? Enfin, tu vois, il faut qu'il vienne sur Netflix. Je savais pas si c'était une série, c'était un film. Et puis on apprend en plus que c'est un film français, réalisé par un réalisateur français. Donc là, super content, tu vois. Je me dis, ça va être mortel. Jean-Claude dans une comédie d'action, un super casting. Franchement, non, je suis. Franchement, moi, j'étais aux anges de voir ça, quoi. C'est ça qui est un peu dingue quelque part, mais c'est quand on dit nul n'est prophète dans son pays, c'est-à-dire qu'en France, ce sont les seuls qui ont, si tu veux, reçu l'information, à part les vrais fans. Et que je remercie les vrais fans qui nous ont soutenus dans leurs messages, il y en a beaucoup. Mais une grosse partie des retours négatifs venaient de France, en disant quoi, un film français. Et par contre, à l'international, les mecs enthousiastes, heureux, que ça soit aux États-Unis ou ailleurs. Toujours, c'est toujours comme ça. C'est fou, quoi. Parce qu'il faut savoir, par exemple, que ce film-là, je sais pas si tu avais l'information, on est un des premiers films français à avoir été sélectionné au Comic-Con de San Diego cette année, d'ailleurs. Non, mais ça je savais pas, tu vois. Donc c'est mortel. C'est extraordinaire. Donc alors cette année malheureusement il sera en distanciel. J'aurais adoré y être. C'est pas tous les jours que tu vas avec un film au Comic Con, mais on est donc samedi après-midi à 15h heure Pacific Time, donc ça va faire minuit. Donc les gens le verront le dimanche. On a notre participation au Comic Con de San Diego avec Jean-Claude, et on a fait des interviews et on présente le film. Ah, c'est mortel. En plus, San Diego, pour y avoir été, c'est juste mortel, quoi. Bah ouais, c'est mortel. Et c'est-à-dire que les Américains, ils ont vu le film, ils ont dit putain, c'est tout à fait ça. C'est une comédie d'action, c'est drôle, il y a de l'émotion. C'est tout ce qu'on aimait dans les films des années 80. Donc ce sont les Américains. Pourtant, on est un peu dans leur plate-bande. C'est les Américains, ils adorent. Et en France, on dit ouais, bon, c'est pas très années 80. Voilà, donc je trouve ça toujours très amusant. Bah oui, non, mais tu sais, c'est marrant parce que tu parles de comment les Américains ont perçu le film. Et j'ai revu dernièrement De l'autre côté du périph', donc comédie, un peu d'action aussi, il faut le dire, tu vois, il y avait quand même, t'étais déjà quand même dans l'action, tu vois, vraiment. Et là, en voyant la bande-annonce du film, parce que j'ai pas eu la chance de voir encore le film, mais je trouve que il y a eu un upgrade, tu vois, dans ta façon de filmer l'action, tu vois. Je sens ce côté un peu à l'américaine. Je sentais le côté années 80 déjà, buddy movie que tu amenais dans l'autre côté du périph'. Moi, j'adore, je suis fan, hein, tu vois, que ce soit L'Arme Fatale, le flic de Beverly Hills, toutes ces références, on les entend, même dans la bande son, parce que moi, je suis aussi musicien, et ça se ressent que t'as envie même dans la musique d'amener ça. On sent tes inspirations, tu vois. Bien et sur le dernier Mercenaire, j'ai l'impression que t'as vraiment upgrade au niveau de l'action.
en termes de cut, en termes de découpage, tout ça. Qu'est-ce qui t'a amené à... T'as travaillé avec des gens différents pour l'action cette fois-ci? Ben non, bizarrement non, parce que mon régleur cascade déjà de baston, tout ça, c'est le même. C'est le même que de l'autre côté du périph'. L'envie, elle vient du metteur en scène, elle vient de moi. C'est-à-dire que j'avais fait une comédie d'action que j'aime beaucoup, qui est très drôle, et j'avais envie d'aller plus loin. J'avais envie que le film soit plus drôle. Je voulais que le film soit vraiment lumineux. Je voulais vraiment retrouver ce plaisir que j'avais eu, ce plaisir de fan, d'enfant, d'adolescent, de ces films où tu sais que pendant 1h45, tu vas te marrer, il y aura de l'émotion, il y aura tout, il y aura de l'action, et Netflix aussi m'a donné les moyens de le faire. Donc on a eu des scènes de poursuite, par exemple une scène de poursuite qui dure, je sais pas, peut-être 6-7 minutes, ce qui est long dans le film. Exactement. Plus d'une semaine de tournage avec une 50aine de bagnoles, des cascadeurs dans tous les sens, tu vois. Et les scènes de bagarre, c'est la même chose. Pour une des scènes de baston, il y en a plusieurs, mais une des grosses scènes, c'est quasiment une semaine de tournage, hein, pour une scène, quoi. Donc c'est sûr qu'il faut avoir les moyens de le faire. Il y a plus d'argent que de l'autre côté du périph', et donc plus les moyens, si tu veux, de mes ambitions sont là-dessus. Mais il y a aussi l'envie de vraiment. Moi, j'adore faire de l'action, et toujours sans oublier l'humain. C'est ce que je trouve intéressant. C'est pour ça qu'on fait des films. Et d'avoir des scènes de baston où quelque part les implications des personnages sont liées à travers ces scènes-là. Et j'en ai fait une, tu verras, qui est à la fin, qui est pour moi un des climax. Et c'est tout ce que j'aime, où tous les personnages se battent chacun, les uns avec une musique années 80 qui fait mal à la tête, vraiment comme un climax. Voilà. Non, mais on sent que tu t'es éclaté, t'as poussé les potards à fond, et ça c'est mortel. En plus de ça, il y a quand même un super casting avec des jeunes talents, Alban Ivanov, Samir Dekaza, Assa Silla. Tu vois, je devais la recevoir, on en a parlé, elle voulait venir dans l'émission. On va voir comment ça va se passer, mais avec grand plaisir. Donc, tu réalises, t'écris le film. Est-ce que tu avais une idée précise du casting? Est-ce que tu voulais que ce soit Van Damme, par exemple, toi, quand tu l'as écrit, ou est-ce que c'est venu après? T'as eu des suggestions comme ça? De la première idée à la première touche que j'ai tapée sur mon clavier du scénario, c'était Jean-Claude Van Damme. Ouais, c'était impossible autrement, parce que pour moi, je voulais faire un hommage au cinéma américain des années 80-90, et je me dis, quelle star représente ça? Il y en a 3, c'est-à-dire, et les 2 autres sont américains. Je peux te mettre Schwarzy, je peux te mettre Stallone, ouais. Je peux mettre évidemment Bruce Willis, mais sinon je mets Jean-Claude Van Damme. Et Jean-Claude Van Damme a un truc, je trouve, supplémentaire. De mon point de vue, je dis pas que on sait ce qu'on pense des 2 ou 3 autres qui sont des stars planétaires. Jean-Claude, je trouve qu'il a quelque chose de lumineux et de très touchant. Il a une manière d'être que je trouvais qui m'a toujours séduite. Moi, j'ai été fan de ses films, mais j'étais aussi fan de la personne que de ses films. Et maintenant que je le connais, je le suis encore plus. Donc non, c'était Van Damme dès le départ au scénario. Et justement, comme Jean-Claude a quand même fait beaucoup de films un peu noirs, un peu dark, depuis quelques années, des directs ou DVD, et c'est dommage parce que y a pas que des mauvais films. Il a fait, voilà, et j'avais très envie. Je me dis, j'ai besoin de l'entourer d'un casting qui sera sur le papier totalement inattendu. Donc quand tu mets c'est le cas. Miu Miu, des guests de ouf, quoi. En plus, elle a un vrai rôle. Elle joue quand même la collègue agent secret de Jean-Claude Van Damme. Tu mets Miu Miu, Patrick Timsit, qui lui aussi, j'avais eu l'idée très très tôt. Et après, il y a juste ce qui se passe où finalement tout le monde dit oui dès qu'il y a une idée. C'est-à-dire que Alban Ivanov, c'est venu très vite. Il a dit oui sans même lire le scénario. Il dit avec Van Damme, moi je suis dedans. Il a dit ok banco. Après, moi tu me dis Van Damme, John, mais j'arrive au courant. Bon, ça a été vraiment assez incroyable. Même quelqu'un comme, tu vois, Éric Judor, qui est arrivé lui plus tard, tout a été vite, tout a été rapide, tout a été simple. Ils ont dit banco, j'y vais, et je me suis retrouvé avec un casting qui n'a fait que monter. Et je me retrouve aujourd'hui avec le plus gros casting que j'ai jamais eu, mettant de côté Jean-Claude Van Damme, qui est la star évidemment, mais même autour, je n'ai jamais eu un casting comme ça. Et en plus, on est parti tourner, si tu veux, ce film-là à l'étranger, donc et il y avait le confinement, donc on s'est retrouvés pendant près de 4 mois. En pleine pandémie en plus, hein, je pense que tu as tourné. Ça a été particulier quand même, j'imagine, de s'adapter. Il y avait un protocole qui était très très
à l'américaine, quoi. Il y a un gros protocole qui a été établi par Netflix qui voulait absolument pas être responsable d'un cluster, t'imagines bien. Donc tout était, on était lock, safe et tout quoi. Ouais, j'imagine. Non mais c'était incroyable, c'est-à-dire qu'on était testé quasiment tous les jours, on passait sous des arches qui nous désinfectaient, on était, enfin tout était, il y avait l'équipe qui était partagée en 3 secteurs suivant les couleurs, on pouvait pas se mélanger, donc c'était un peu compliqué, c'était un peu dommage. Mais quand même, on a pu quand même vraiment justement avec ça se retrouver avec toute cette équipe et ces acteurs, et il y a eu une entente extraordinaire. Tu parlais d'Assassila, maintenant c'est ma petite sœur, Assassila, vraiment. Ah ouais, elle est super, franchement, elle est adorable. Samir, c'est pareil. Team Seed, c'est pareil. Je le retrouve pour les vacances cette année, tu vois. On a fait un truc. Van Damme, d'ailleurs, je l'ai eu ce matin, parce que Van Damme, il a des horaires un peu décalés. Il m'a appelé ce matin à 5h26 du matin, justement. C'est un artiste, hein. C'est normal. Donc, voilà, il y a eu cette entente qui n'est pas une manière, tu sais, un peu facile de promo, de dire ça a été vraiment avec tous les acteurs, ça a été assez extraordinaire. Et qu'ils aient tous accepté cette entente qu'on a créée ensemble, elle était vraiment super. Bon, mais c'est mortel. Tu sais, tu parlais tout à l'heure de à quel point tu as été touché par Jean-Claude en tant que personne, en tant qu'être humain. Et moi, voilà, j'ai grandi dans les années 90 et forcément, Jean-Claude, c'est une part de ma vie, de ma jeunesse. J'ai fait des arts martiaux aussi. Tu vois, je suis dans le fight, je suis dans le boxing et c'est vrai qu'il a particulièrement quand même dans le paysage francophone et en France, il a quand même été moqué. C'est quelqu'un qui a été quand même un peu, tu vois, il y a eu ces trucs où on l'a toujours un peu grimé, enfin, tu vois. Et moi, j'ai toujours eu un profond respect pour ce personnage. C'est peut-être un truc de famille aussi, parce que voilà, Jean-Claude Van Damme, c'était vraiment, après Bruce Lee, c'était Jean-Claude Van Damme à la maison, tu vois. Comme beaucoup de gens. Hein. Bah oui. Énormément. Et j'imagine pour toi, voilà, je l'entends et tu vois, t'es fan et tout. Et est-ce que tu appréhendais un peu de travailler avec lui parce que c'est une légende. En plus là, tu fais une comédie d'action. J'imagine qu'il s'est impliqué. Je pense que c'est quelqu'un qui s'implique. Il est full quoi, Jean-Claude Van Damme. Est-ce qu'il s'est impliqué? Est-ce qu'il t'a aussi peut-être donné quelques advice, tu vois, pour les scènes d'action? Est-ce que tu as été à l'écoute? J'imagine que c'était, comme tu m'en parles, je pense déjà que c'était de l'échange vraiment entre vous. Oui, c'était de l'échange. C'était vraiment de l'échange. C'est quelqu'un, si tu veux, dès le départ, quand il aime le projet, il y va à fond. Et c'est quelqu'un qui a besoin de sentir le metteur en scène vraiment qui est en face de lui. C'est-à-dire que quand je lui ai proposé le film, il n'a pas voulu lire le scénario au départ. On a fait d'abord une rencontre pour sentir la personne. C'est comme un animal, quoi. Il te sent, et après il dit, OK, viens, C'est l'instinct. Voilà, exactement, c'est important pour lui. Je lui envoie le scénario, il me donne rendez-vous chez lui, parce qu'il est de passage en Belgique. Donc je pars en Belgique le rencontrer avec mon co-scénariste, Ismaël Sissavané, avec qui on avait écrit, et je le rencontre. Et là, je comprends qu'il n'a pas lu le scénario. Il me dit, mais moi, je veux pas lire le scénario. Je veux que tu me le racontes. Et je dis, OK, je te raconte l'histoire. Il me fait, non, je veux pas que tu me racontes l'histoire. Je veux que tu me racontes le scénario avec tes propres mots. Donc, on a commencé de la page 1, mais on n'avait même pas le scénario dans les mains. C'est de tête, quoi. Ouais. Tout le scénario, on a commencé à 23h après le dîner. On a fini à 3h du matin. Et on lui mimait les scènes, tu vois. À ce moment-là, il se passe ça, et lui, il était dedans. Et je voyais sa capacité d'écoute. Parce que de temps en temps, il revenait faire, ah ouais, c'est pour ça qu'il me donnait une précision de quelque chose dont je lui avais raconté 1h30 ou 2 heures avant. Ah, il a une précision, il est très fort. Franchement, il retient tout. Il a une mémoire de dingue, déjà. Par contre, tu peux pas le tromper. Tu lui dis un truc, tu dois le faire. Si je lui dis je m'engage sur quelque chose avec lui, 1 an après, il peut me le ressortir. Mais tu m'avais dit ça, David. Ah oui, c'est vrai, mais pour cette scène-là, tu m'avais dit ça. J'ai dit, ouais, c'est donc, tu vois, il est très, très, très précis. Donc, il a besoin de sentir, tu racontes toute la scène. Et après, il a un truc que j'adore, que n'ont pas tous les acteurs français, il y en a plein qui l'ont, heureusement, c'est ce respect du metteur en scène, où tu lui demandes ce que tu veux, c'est toi le boss. C'est important. C'est-à-dire que même je l'ai poussé même dans certaines scènes de comédie où on allait un peu loin, et il me dit, OK, pour toi, c'est comme ça qu'il faut le faire. Je dis, je pense. Il dit, OK, you're the boss. Il a, OK, done deal. Il a un respect incroyable du metteur en scène. Et jamais il discute un parti pris de mise en scène sur le plateau comme ça arrive. Il te suit dans tout ce que tu fais. Et après, c'est quelqu'un quand même qui, malgré ce qu'on pense, il improvise pas. Il bosse son texte. Il bosse beaucoup, énormément. Donc il bosse son texte. Il le connaît. Et après, sur le plateau, après, il peut partir dans des petites choses. Il l'étoffe un peu, ouais. Il se l'approprie. Et il peut s'approprier mais il essaye vraiment de s'approcher au maximum du texte, ça c'est sûr.
Et tu parlais des scènes d'action. Par contre, pour les scènes d'action, évidemment, tu as Jean-Claude Van Damme. Donc, quand tu arrives et tu as décidé de ta scène, que tu as découpé, que tu as chorégraphié, tu flippes un peu, quoi. Tu dis peut-être qu'il va me la balancer à la gueule, donc c'est quoi ce truc? Donc, il arrive, on avait tout répété avec les cascadeurs, on lui montre ce qu'on avait imaginé, et voilà, ça s'est très très bien passé. Mais quand même, il fait des remarques, et surtout ces remarques sont même pas sur les mouvements, ce sont sur le jeu. Ce qui dit qu'une vraie scène de baston, une vraie fighting scene, comme il dit, c'est uniquement le jeu qui la renforce. C'est-à-dire la façon dont tu reçois les coups, la façon dont tu les donnes, le regard, la vengeance, tout ça, tout passe dans le regard, tout passe dans le jeu. Donc ça, c'est un truc vraiment où il m'a dit non, ça va trop vite, il faut laisser le temps au jeu entre les coups. C'est important. Sinon, on enchaîne des coups, il se passe rien, il faut que le jeu soit. Ça, c'était très important pour lui. Et aussi, c'est quelqu'un qui adore le montage. Et oui. Voilà, tu connais les histoires, tu sais comment il a monté, voilà, son premier film. Bloodsport et tout ça, voilà. Tu connais tout ça. Donc, on lui a montré. Mon monteur était avec moi sur place là-bas sur le tournage, et on lui montrait au fur et à mesure les scènes de bagarre. Et voilà, il a regardé, il a trouvé super, il a fait quelques remarques super, et il nous a, voilà, et nous on était pareil tous les deux. Je dis voilà, si t'as une idée, quelque chose, dis-nous, parce que voilà, on a la chance d'avoir Jean-Claude Van Damme, il y a pas de problème. Il en a fait peu, mais il en a fait des trucs vraiment bien. Il dit mais c'est un peu dommage, pourquoi tu coupes pas là? Je dis ouais, très bonne idée. Donc on l'a vraiment impliqué comme il fallait. C'est mortel. T'as Jean-Claude Van Damme avec la patte de Jean-Claude Van Damme. Mais c'est marrant parce que tout à l'heure tu parlais de tous ces films un peu qu'il fait en direct to vidéo, tu vois. Il y en a énormément. C'est vrai qu'il y en a énormément. Moi, j'arrive pas à être objectif. Tu sais, que ce soit lui ou je sais pas moi, Marc Dacascos ou Nicolas Cage, tu vois. Enfin, bon, Nicolas Cage c'est pas martial artist, mais tu sais, il a fait beaucoup de direct to DVD. Tu le sais mieux que moi. Je les vois ailleurs ces mecs-là, c'est-à-dire que je regarde le film, c'est vrai qu'il y a des films qu'on peut qualifier parfois de nanar, mais putain, les mecs sont là, quoi, tu vois. À chaque fois, c'est comme ça, tu vois. Et Nicolas Cage, il a ce truc-là. Il peut te faire un film, tu dis, qu'est-ce qu'il fout là? Mais putain, c'est Nicolas Cage. Et le mec, il tient son truc. Tu sens que le mec, il va à fond comme s'il était dans une grosse production. Oui, non, d'accord. Un peu, et Van Damme, il est un peu comme ça, tu vois. J'ai l'impression. Il est complètement comme ça, parce que surtout, il se dit, et il a raison, parce que je saurais pas te dire qui a dit cette phrase-là, parce qu'il me l'a répété souvent, mais quelqu'un, en tout cas, un producteur de l'époque, c'est pas Golam, je ne sais plus qui, lui a dit, écoute, que t'aies un petit rôle, que t'aies un grand rôle, que t'aies un petit budget, un gros budget, fais ton taf comme il le faut, parce que c'est ça qui va te rendre intouchable, quoi qu'il en soit. Sois toujours bon, quoi. Et c'est vrai que là, il était content de quand même de retrouver son public sur un truc, voilà, sur un film grand, voilà, avec un gros budget. C'était un des films les plus longs qu'il ait fait. Si tu veux, on a tourné sur, plus de 50 jours de tournage, 55 jours de tournage, ce qui est lourd pour un film. Ouais, c'est long. Aujourd'hui. Surtout aujourd'hui. Et lui, il a fait des films, pas 3 semaines de tournage, tu vois. Ouais. Bah, vraiment, hein, où il se donnait à fond pareil, hein. Mais donc il était très content quand même de retrouver ça. Et ce qui est agréable, c'est que, mais il le sait, hein, les fans n'ont jamais oublié, hein, ils ont toujours été là. Et mais il voit à quel point les gens ont envie de le voir. Mais ce qui est dingue, je trouve, c'est que personne n'ait pu penser de le mettre dans une comédie d'action. C'est-à-dire tout le monde sait à quel point Jean-Claude peut être drôle, peut être décalé, peut être touchant. Et on lui a toujours mis des rôles très noirs. Là où il excelle, il est super. Hein, ouais. Mais c'est vrai que t'as raison. Là, on est bientôt à 80 films. Il en a pas fait, je crois. Il a jamais fait de comédie. Première comédie. C'est incroyable. Je pense pas. Je lui dis voilà. Et maintenant, il y a des gens qui disent putain, génial d'avoir eu cette idée. Moi aussi, je vais le proposer, machin. Je dis mais comment personne n'y a pensé, quoi. Et je dis pas que je suis génial, loin de là. Mais je trouve ça fou. Même moi, je suis étonné que personne n'ait pu penser à lui faire sur la comédie, parce que tu vois, la comédie, il y va à fond. On est ridicule, parce que vraiment le but c'était vraiment pas de se moquer de Jean-Claude, jamais. Non, on sent les références que t'as mis, par exemple, tu vois là, je revois la bande-annonce dans ma tête et il y a la fameuse scène où tu sais il danse et ça tu sais moi cette scène dans Kickboxer, tu vois, c'est mythique, c'est-à-dire on s'amuse entre potes, tu vois, à danser comme lui parce que c'est voilà, et c'est devenu et aller là-dedans, c'est pas de la moquerie, de la raillerie, quoi. Non, pas du tout. Il y avait aussi cette envie de donner aux fans sans
être dans la parodie. Donc c'était un équilibre, tu verras le film, il y a un équilibre, on n'est jamais dans la parodie. Et de temps en temps, tu verras, à des moments dans le film, on dissimule des petits cadeaux, des trucs signatures, comme le fameux grand écart qui fait au plafond. Qui est juste magnifique. En début de trailer, je crois que super. Voilà, on voulait un grand écart qui avait jamais été vu. On sait que ça signature. Ce que j'ai dit à Jean-Claude, tu te rends compte que rien que par ta silhouette, on te reconnaît. Qui aujourd'hui est capable de faire ça? Très peu de monde, même des stars. Très peu. Michael Jordan, Michael Jackson, Charlie Chaplin. Je peux peut-être t'en dire 5. Et je lui dis, tu te rends compte? Donc, c'est quand même assez incroyable. Et on voulait un grand écart qui défie les lois de la gravité, un truc dingue, où le mec, il est comme ça, en train de guetter une scène qui se passe en dessous de lui, un grand écart entre deux poutres. Et il a été super, parce que c'était pas facile. Oui, c'est l'intro, je crois, du trailer. Je l'ai revu il y a pas très longtemps. Et elle est mortelle cette scène. Tu l'as shootée. Elle est dark, tu vois, la lumière et tout. J'aime bien. Puis il retombe un peu comme un super héros, tu vois. Franchement, c'est génial. Tu sais, je l'ai entendu dire récemment dans une interview que il adore Belmondo, Jean-Claude, et il voulait un petit peu faire rendre un peu cet hommage à Bébel, parce que voilà, c'est une légende aussi. Est-ce que il y avait un peu toi aussi de ton côté, ou c'est lui qui l'a amené? Est-ce qu'il y avait un peu cette envie aussi de rendre cet hommage? Est-ce que vous avez essayé de construire un petit truc quand même autour de ça? Il y avait dès le départ, parce que même quand tu regardes de l'autre côté du périph', je rendais hommage déjà à oui. Avec Laurent, mortel. La grande affiche quand il était avec la nana. Bah oui. Moi, j'ai toujours été un fan de. Donc vous étiez sur la même longueur d'onde déjà. Donc tu vois, regarde. Je dis for femme de la comédie d'action à l'américaine, mais on est français et je veux pas essayer de faire un film américain. Je voulais faire un film français avec mes références, mes influences qui sont très américanisées, mais je suis avant tout un réalisateur français et mes références, elles sont aussi françaises. Et lui aussi, il était très content de ça. Donc et on aimait bien ce côté de Bébel, comment même il arrivait à être joyeux dans une scène de tension extrême, quoi. Et donc de temps en temps, c'était un truc dans le jeu avec nous. Je fais un peu de Belmondo là. Ok, Belmondo. Ok. Et je lui disais, et il prenait beaucoup de plaisir. À ça, beaucoup de plaisir. Et d'ailleurs pour l'anecdote, mais ça ne s'est pas fait. Juste, je voulais que Jean-Paul Belmondo fasse un petit clin d'œil dans le film. Un petit caméo, ouais. Ouais, un petit caméo. Donc je l'ai contacté et après pour plein de raisons ça n'a pas pu se faire, mais j'avais envie en tout cas. Ça aurait été monstrueux. Tu parlais que tu voulais profondément faire un film français, pas essayer de faire quelque chose d'américain, parce que on est français. Et tu sais, j'avais avec Xavier Jans que j'ai reçu, on a parlé de ça parce que lui aussi il a une carrière internationale. Il a commencé en même temps, on va dire, avec Hitman et Frontières à faire du gros blockbuster, on va dire un peu à l'américaine et voilà. Mais justement, on parlait du cinéma de genre et il disait parfois le problème qu'on peut avoir les metteurs en scène français, parce qu'on est inspiré par ces films américains, c'est de se tromper, de pas faire des films avec nos références, tu vois. Et je pense que tu as totalement raison quand tu parles de comédie d'action de le faire à la française, parce qu'on a quand même des références aussi. Donc ça, c'est très important. Moi, c'est parce que je fais une scène de ballon, une scène de poursuite de voiture. Les Américains le font toujours mieux que moi. Pourquoi? Parce que c'est leur habitude, parce qu'ils ont les moyens de le faire, et je ne pourrai jamais aller dans leur pas de bande. Par contre, ce que moi, je peux essayer d'apporter, c'est d'en faire une super efficace et de mettre dedans de la comédie comme on ne le verrait pas dans certains, et de décaler sur des choses typiquement françaises. Tu verras la personne de voiture, il y a de l'émotion, il y a beaucoup de comédie et une action qui est forte. Donc, il faut pas essayer d'aller sur des trucs où, quoi qu'il en soit, tu le feras moins bien qu'eux. Il faut apporter ta spécificité française qui fait que quelle est ta vision sur telle ou telle scène ou ton originalité, quoi. Bah oui, totalement. Et on parlait de caméo tout à l'heure avec Jean-Paul Belmondo, mais je crois savoir que toi aussi tu fais toujours des petits caméos dans tes films, non? Ouais, j'aime bien. Et là, tu joues le rôle d'un garde de l'ambassade ou quelque chose comme ça, il me semble. Comment t'as vu? C'est pas dans la bande-annonce, si? Non, c'est pas dans la bande-annonce. Ah, t'étais informé déjà alors? Je suis informé un petit peu. Je suis bien informé. Et du coup, c'est une façon de. Je sais qu'il y a beaucoup de metteurs en scène qui le font. Tu sais, cette façon d'un peu de signer leur film, que ce soit de John Woo à Zack Snyder, tu vois, tous l'ont fait.
Il y a quelque chose chez toi de... C'est un plaisir qu'on se fait et surtout, je trouve qu'il y a un truc que j'aime beaucoup. Quand je vois mes premières impressions sur mon premier film et je vois, tu te vois aussi vieillir dans les films et il y a un truc que j'aime bien, tu te marques dans le temps, dans ton film. Et c'est le plaisir. Moi, j'aime tellement la mise en scène. Et il y a des acteurs tellement doués que je ne prendrai jamais le rôle d'un acteur, si tu veux. Mais c'est un truc où je prends toujours beaucoup de plaisir. Un que j'avais fait qui était très drôle, c'est celui dans l'autre côté du péril. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui. Mais attends, tu sais que c'est quand je l'ai revu, j'ai fait. En fait, je m'en suis pas. Et je fais. Et j'ai remis en arrière. Mais ce qui est cool, c'est que le cadeau est super osé, tu vois. C'est en détente. Et j'ai j'étais à moitié à poil. Tu te dis, quel réalisateur va faire son caméo ici, quoi, tu vois? Non, en général, tu passes dans la rue, tu fais un truc, tu te mets pas dans une boîte échangiste. Et non, je trouvais ça très drôle. Et c'était une manière aussi d'accompagner les acteurs où ils se sentaient un peu gênés. Ah oui, de les détendre. Oui. C'est pas facile. C'est quel metteur en scène qui disait que quand il y avait, je crois, enfin, je sais pas si c'est une légende ou pas, mais il me semble que je crois que c'est Paul Verhoeven qui disait que quand il y avait une scène de nu, il se mettait plus ou moins à poil pour que tout le monde soit à l'aise sur le plateau. Ça m'étonnerait pas lui. Ouais, ça m'étonnerait pas non plus. Mais du coup là, tout le monde doit être à l'aise. Ah bah attends, écoute, si David regarde David, on peut y aller aussi. Moi, je l'ai fait très vite et j'étais réellement à poil avec cette panière là. Et toute l'équipe technique, évidemment, aller voir le réalisateur qui est à poil, ça allait faire marrer tout le monde. Et donc toute l'équipe technique, je l'ai su après, était derrière en backup, des mecs qu'on voit jamais, qui étaient dans les trucs. Ils se sont tous retrouvés derrière la caméra pour se marrer, pour voir leur metteur en scène. Là, c'est mortel. J'aperçois derrière toi du coup le poster de l'autre côté du périph, qui a été un franc succès en 2012, il me semble. Ouais, sorti 2012. Non, 2012, ouais. Et donc du coup, je crois qu'il y a une suite sur Netflix qui est partie, qui s'appelle Au-delà du périph. Non, ils vont probablement changer le titre, mais c'est vrai, il y a une suite qui se prépare. Avec Louis Leterrier. Avec Louis Leterrier, exactement. Et que moi j'adore Louis Leterrier, j'adore ce qu'il fait. Ouais, et du coup, t'es attaché du coup sur cette suite ou pas du tout Je suis attaché parce que je suis auteur du premier film, auteur-réalisateur du premier film. Mais non, après c'est une liberté totale. Moi, je resterai co-auteur de ce film-là, mais non, c'est une liberté totale. Et j'aime bien, si tu veux, ce principe de changer de metteur en scène quand il y a des franchises. Déjà, je trouve ça bien. Il y a tellement de temps pour faire un film que j'ai trop d'histoires à raconter pour revenir raconter une histoire et voilà, ça me. Donc moi, en tout cas, il n'a jamais été question pour moi de faire une suite à l'autre côté du périph. Et en plus, je me suis pas, on peut parler franchement, très bien entendu avec les producteurs. Donc voilà, mais il y a aucun problème. Et je lui dis, et j'étais très content quand ils ont voulu faire une suite avec Louis Leterrier parce que je trouve que ça allait donner une fraîcheur moi. Plus la franchise continue, plus mon film existe et j'en suis c'est mortel. En plus, c'est un nouveau son, une nouvelle énergie. Je trouve que Louis Leterrier est un metteur en scène très doué. Je pense qu'il va en apporter un truc vraiment super et je pense que la suite va être. Je suis très content. Je pense que la suite va être très bien. Je trouve ça super. D'ailleurs, on a les mêmes producteurs que sur l'autre côté, que sur Le Mercenaire chez Netflix, à qui j'en ai pu en parler. Et voilà, il y a un truc familial que je trouve très sympa qui continue la suite comme ça. Et en plus, j'ai plein de copains acteurs qui jouent à nouveau dedans. Donc c'est sûr, non, je suis ravi. C'est cool. Bah oui, parce que quand même à la fin du film, à la fin du premier, on a envie de savoir ce qui va se passer parce que encore une fois, t'avais installé, je trouve quand même ce truc-là, buddy movie années 80, tu vois. Donc on se dit, on a envie de les revoir et puis le duo, franchement, le duo Omar Sy et Laurent Lafitte, il fonctionne. Il fonctionne mortel. Et c'est vrai que j'ai eu tendance et je l'ai fait à la fin de l'autre côté du périph et tu verras à la fin de celui-ci. J'aime bien finir comme t'aimes laisser un we continued. Tu les vois courir au ralenti comme s'ils repartaient à l'attaque comme une vraie team. Ouais, c'est un truc que j'aime bien faire. Et après, c'est sûr que ça amène la franchise, mais je trouve ça toujours très jouissif pour le spectateur de dire la naissance d'une histoire et de les voir partir comme ça. Je trouve que c'est des fins de film toujours très jouissifs, quoi. Bon, alors j'imagine que tu travailles déjà sur un prochain projet. Ouais. T'as des choses dans. Tu peux nous teaser un petit peu quelque chose. Tu vas peut-être rester dans la comédie d'action. Tu t'aimerais aller ailleurs. T'as des envies comme ça aussi. Oui, j'ai des envies. Là, c'est trop tôt pour en parler, mais il y a je suis en train d'obtenir les droits pour faire un remake d'un film plus un thriller
assez célèbre, mais on verra si on arrive à obtenir les droits comme on veut. Donc là, je suis sur ce projet-là qui peut être assez fabuleux. Et là, je suis en train de finir le scénario d'une comédie d'action en anglais cette fois, coproduit avec des partenaires américains. On est en train de finir le scénario et l'idée, ce serait de tourner assez rapidement, justement comme le film va sortir le 30 juillet, de partir, mais voilà. C'est un film qui est un peu un hommage à Piège de cristal, justement, ce genre de truc. Ah, bah. C'est un sorte de, voilà, avec un sorte de huis clos, mais. Non, mais tu te rends compte, là, tu dis Piège de cristal, quoi. John McTiernan, c'est peut-être The Film dans les années 80 d'action, quoi, tu vois, c'est The classique. Il y avait cette envie, donc c'est en anglais, et moi j'avais envie de faire. Avec un casting international? Avec un casting international. Bah, écoute. Et qui traite, tu verras, comment énormément des années 80 aussi dans le film pour plein de raisons. Donc voilà, je suis là-dessus en ce moment et on espère tourner très vite, peut-être même en début d'année prochaine. Bah écoute, qu'est-ce que je peux te souhaiter, mis à part que ce soit que ça marche. Déjà que le dernier Mercenaire cartonne sur Netflix. C'est ce qu'on essaie, on espère. Non, mais tu arrives quand même avec une, voilà, il y a la marque Van Damme, comme tu disais, voilà, rien qu'à la silhouette, c'est quelqu'un qui est, il y a qui, voilà, il y a Michael Jackson, il y a Mohamed Ali, il y a Michael Jordan. Exactement. Ah oui, Mohamed Ali, c'est mon idole. C'est peut-être une dernière question un peu geek parce que j'ai beaucoup de geeks quand même qui suivent la chaîne. Je me souviens d'une interview de toi en 2009, à l'époque de Cyprien. Où il y avait déjà plein de références sur les années 80 et sur tout ça. Ouais. Et on t'avait posé une question, c'est 100% geek, hein, je te préviens, David. C'était, oui, voilà, c'était qui gagne entre Neo et Superman. Et à l'époque. Qu'est-ce que j'avais répondu? Je m'en souviens pas. Justement, pour ça, faut pas qu'on se fight toi et moi. À l'époque, t'avais répondu Neo, mais à ta décharge, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas eu le nouveau Superman avec Henry Cavill de Snyder, tu vois. Donc maintenant que Superman est installé, qu'on sait que Neo va quand même revenir, il fait son comeback là dans Quelle est ta réponse en 2021? Je n'hésite même plus. Superman, évidemment. Bon, c'est bon. Superman, c'est un dieu, donc déjà, c'est pas un être humain, donc voilà. Il est cheaté, Superman. Il y a même pas photo. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on a le Superman n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, et il n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Non, mais c'est pour ça que quand t'as donné la réponse, je fais non, mais je lui en veux pas. Superman, parce qu'il n'était pas badass encore. Je me souviens pas de la réponse. Non, évidemment Superman, évidemment. Bon, on est d'accord. Écoute, David, d'ailleurs. T'as dit quoi? Excuse-moi. Pas du jeu entre les deux, d'ailleurs. Ouais. Non, mais Neo, il est cheaté, hein. Je pense qu'ils vont en faire encore un truc, là. Laisse tomber, ça va être. Alors, ce projet est extraordinaire. Ouais, ça va être la folie. Non, il y a plein de choses qui se passent, tu vois. Là, on est en pleine crise sanitaire. Ton film ne va pas en souffrir. On va dire, peut-être il en a souffert en production, comme tu le disais, vous avez tourné en pleine crise sanitaire, ce qui n'est pas facile. Là, il sort directement sur Netflix. Juste un peu, en tant que réalisateur, et donc toi, tu as fait des films de cinéma, ton regard un petit peu sur cette crise sanitaire, alors pas ce que tu en penses, mais plutôt d'un point de vue cinéma par rapport aux salles et aux services streaming. Est-ce que tu penses que il y a eu beaucoup, tu sais, HBO Max aux États-Unis qui a sorti les films en même temps. Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça, du service streaming, toi, pour le cinéma? Est-ce que tu penses que ça tue le cinéma? Moi, je pense que tu penses que ça le sauve, mais est-ce que tu penses que ça le sauve, comme Amazon qui rachète aussi des films? Qu'est-ce que tu penses un peu de tout ça? Non, je pense qu'il faut vraiment l'imaginer comme un autre, ça collabore tous ensemble, si tu veux. C'est vraiment une autre manière de voir. C'est-à-dire que ça permet de faire exister des films qui n'existeraient pas, comme je te l'ai expliqué. Mais à côté de ça, il y a des films, je pense, qui sont des films pour le cinéma et qui sont. Ça serait vraiment dommage. Je te donne un exemple. Tu prends, on aime ou pas, mais Mad Max Fury Road. Je trouverais ça très dommage de le découvrir sur une tablette, alors que ce film-là, avec ces paysages, et c'est extraordinaire. Je peux t'en citer plein. Je trouve qu'il y a plein de films. Moi, qui suis vraiment pro plateforme maintenant, et je trouve que c'est une manière. Et moi, je suis très heureux de toucher un nombre aussi énorme de spectateurs. On est en 90 pays, c'est fou. Mais à côté de ça, il y a des films qui, pour moi, resteront des films et doivent rester des films de cinéma. Mais à côté de ça, quand le film est dans une impasse,
Le streaming est là, des fois, pour le faire exister ou pour le faire, une manière d'être vu par le spectateur. Mais je pense que il y a des choix, c'est-à-dire que c'est deux choses vraiment qui doivent cohabiter ensemble. Je trouve qu'il y a des films qui sont faits si tu veux que tu ailles sur une plateforme ou au cinéma, je veux dire, le film est le même. Moi, quand j'ai fait ma mise en scène, je n'ai rien changé. Je n'ai pas pensé différemment en disant je vais faire des plans plus serrés, je vais faire des close-up, pas du tout. Les gens aujourd'hui ont un regard qui fait que même sur un téléphone, les mecs, je sais pas comment, moi je suis pas forcément pour, mais je vois des gamins. Ils regardent des films sur le téléphone. Oui, mais je vois quand tu leur en parles, comment ils ont tout capté du film précis. Alors après, moi, je trouve ça dommage de ne pas avoir ce son, de ne pas avoir ce travail sur l'image, cette immersion totale qui est le cinéma que j'ai toujours aimé. Mais à côté de ça, les gamins, c'est une autre manière et il faut l'accepter. C'est vrai. Et c'est des gens, quoi qu'il en soit, il y a des gens qui n'iront pas en salle. Ils n'iront pas en salle voir les films. Oui. Ils n'iront pas en salle. Donc, c'est bien de les apporter, de leur amener les films. Et ça, je trouve ça franchement super. Je trouve ça super. Donc, je trouve que les deux doivent cohabiter l'un avec l'autre. Et ça permet, comme je disais, faire exister des films, montrer des films à des gens qui ne les verraient pas. Mais à côté de ça, il faut que les salles existent toujours parce que le partage dans la salle d'une comédie, parce que je l'ai vécu par exemple dans l'autre côté du périph', une salle entière qui se marre, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, ça. C'est extraordinaire. Je l'ai vécu. Donc voilà. Donc après, si tu me dis entre les deux, c'est vrai que j'aurais tendance à me dire que être vu par 190 pays, c'est quand même drôlement excitant. Ouais. Alors, ça te permet d'avoir un retour international qui est quand même voilà. Ça a ouvert le monde, quelque part, et ça c'est cool. La distribution a été repensée différemment. Maintenant, tu sais que tu sors. Avant, fallait attendre. Il y avait des processus qui étaient différents. Tu sais, je me souviens d'une interview de Jean-Claude Van Damme. Excuse-moi. Non, je pense pas que faut pas avoir peur. Je veux dire, si c'est un bon film de cinéma, et alors après, on met de côté tout ce qui est pandémie, tout ça, mais si c'est un bon film de cinéma et qu'il n'y a pas d'événements extraordinaires qui le veulent, eh ben, les films de cinéma, il y aura toujours des gens qui veulent aller au cinéma. D'ailleurs, on l'a vu quand ils ont ouvert à un moment, tu as vu les salles, les gens se sont rués dans les salles. Donc, l'envie de cinéma, elle est là. Donc, faut pas avoir peur. Et ça, à chaque changement, ça a été comme ça. L'arrivée du parlant, le machin, l'arrivée de la cachette VHS. Les gens se sont rués en disant, mais c'est la fin du cinéma. L'arrivée de la VHS. L'arrivée de la télévision dans les années 50. Ils pensaient que c'était la fin du cinéma. Donc, voilà, les streamings, c'est pareil. C'est une constante évolution. Qu'il faut accepter, il faut pas avoir peur. Et je trouve ça très dommage, par exemple, les Américains ont compris ça. Ils récompensent aux Oscars des films de Netflix. Il y a des films qui sont magiques. On prend le dernier David Fincher, ce que tu veux, il y a des films qui sont vraiment des très beaux films. Mais la France, je trouve là-dessus, est un peu en retard et devrait ne pas les voir comme quelque part un danger, mais comme un collaborateur de plus pour faire vivre le cinéma. Voilà. Non, mais t'as 100% raison et c'est marrant parce que voilà, ton nouveau film c'est avec Van Damme et c'est Van Damme en 2001 qui disait chez Ardisson, parlait, tu te souviens de cette interview assez, bien sûr. Les gens le prenaient pour un fou, je me souviens, moi ça. Ils se sont tous foutus de sa gueule quand même. Hein. Mais c'est un truc de ouf, alors que le mec il parlait de Netflix, il te parle de Netflix le mec. Donc vous verrez les films qui arriveront, qui seront sur votre satellite, tac tac, vous aurez rien chez vous, ça arrivera sur votre. Pas besoin de download, tapez play, ça marche. Tu paieras un abonnement à l'année et les mecs sont là et Bafi se marre. Voilà, ben marrez-vous les gars. Donc tu vois, le voir aujourd'hui sur un film Netflix, qu'est-ce que ça me fait plaisir. Tu vois, la vie elle est magnifique et en plus bon c'est toi, donc c'est mortel. Écoute David, ça m'a fait. Moi aussi, ça m'a fait plaisir parce que c'est quand même assez rare. On a fait des promotions d'avoir le temps de parler parce que comme justement tu es sur une chaîne, ça nous donne cette possibilité là et c'est vraiment. C'est à la maison, quoi. C'est à la cool. Moi, je suis pas journaliste, hein, puis j'ai aucune vocation à le faire. Hein. C'est agréable d'avoir une discussion, d'avoir le temps de parler, et c'est super. Ça fait très plaisir. Quoi. Écoute, merci à toi 1000 fois d'avoir accepté cette invitation. T'es le bienvenu quand tu veux. T'es mon guest sur The Liquors. Puis j'espère qu'on aura l'occasion peut-être de se voir et de se croiser parce que c'était vraiment agréable de parler avec toi. Je vois qu'on a des amis communs. Donc... Ah oui, en plus, ouais. J'ai le t-shirt. Hey. Je veux que tu peux m'en save un ou pas? Ouais, je vais essayer d'en choper un. C'est mortel. Je sais qu'on a travaillé. Merci à toi, David. Je te dis à très vite. On reste en contact et je te tiens au courant pour la sortie du podcast. Et puis, je te souhaite
un grand succès avec le dernier mercenaire. On sera là day one. Tu peux compter sur nous. Et merci à toi. Et puis, je croise les doigts vraiment. Merci, c'est super sympa. À très vite, David. À bientôt. Ciao. Bye. Ciao. Ciao, ciao.